Salut mes nakamas, c'est Locke, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, donc ça va être la réponse aux commentaires que vous avez fait sur les deux vidéos du chapitre 903, qui est un chapitre absolument de fou. Et cette fois-ci, et c'est quelque chose que je vais essayer aussi de mettre en place dans les autres vidéos, c'est que j'ai organisé mes réponses. Premièrement, on va parler du terme Yonko, parce que ça, d'un point de vue sur mes vidéos, un petit peu dans les commentaires vous avez parlé, mais c'est surtout sur Facebook et aussi sur Twitter. Après on va parler de Zeus, de Sanji, de Kobe, de Barbe Noire, de Morgan, de la prime de Luffy et de sa puissance, et enfin une petite sélection de commentaires que j'ai beaucoup appréciés. Donc on va commencer tout de suite par le terme de Yonko qui est quand même beaucoup divisé. Avant ça, je vais aussi parler d'un petit truc qu'on a beaucoup dit dans les commentaires. Commentaire justement de Léo Gribet. Il est énorme ton treble derrière dans la vitrine. Comptes-tu en faire une review? Oui, c'était prévu juste après la review que j'avais fait du Pika, mais j'ai toujours pas eu le temps. Et vous avez été super nombreux quand même à me dire que vous étiez intéressés par cette résine. Et j'en ai encore une autre aussi à faire un petit peu dans le même thème juste avant. Donc normalement, je vais essayer de faire ça quand j'aurai le temps. Donc c'est bon, maintenant on va parler de Yonko ou Yonko. Chuck Norris. Non, il n'y a pas de référence à Dragon Ball, Goku et Goku et Goko. Ça n'a aucun rapport. Alors oui, ça c'est vrai que je me suis un petit peu enflammé là-dedans. Tant au niveau de la prononciation qu'au niveau de l'écriture, mais on verra tout à l'heure que dans un autre commentaire, ça a été dit. Il n'y a même pas de question de ça. De toute façon, cela dit, tu soulèves un truc important en parlant de ça. Le titre japonais du chapitre est Gobame no Kote. Donc je prononcerai très mal le japonais. Déjà j'ai du mal à prononcer le français, donc le japonais c'est complètement fou. Soit le 5e empereur. Tous ceux qui disent le 5e Yonko ont complètement tort. Yonko veut dire 4 empereurs. Ça n'a absolument aucun sens de dire le 5e Yonko. Par ailleurs, rien que dire un Yonko, c'est complètement absurde. Ceux qui peuvent lire les chapitres en anglais, en coréen ou en japonais, je vous le conseille de préférer ces versions à la version française qui comporte souvent des fautes ultra grossières de ce genre. Alors, pourquoi j'ai décidé de choisir ce commentaire? Parce que il y en a beaucoup, énormément. Alors déjà, il y a le truc de fou. Je comprends qu'il y en a qui maîtrisent le japonais. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est normal. Mais là, j'ai l'impression, quand j'ai lu les commentaires et quand j'ai lu des trucs sur Facebook et même sur Twitter, j'ai l'impression que 50% des gens qui commentent maîtrisent le japonais. C'est un truc de fou. Le nombre de personnes qui ont dit oui, mais arrêtez de dire des conneries, Yonko, ça veut dire 4 et tout ça. Le fait, c'est que il y a aussi Scantrad qui s'en est pris aussi pas mal dans la gueule. Je l'avoue, et ils ont dû faire pas mal de messages pour expliquer certaines choses, et moi je suis plus dans l'optique de l'explication de ce qu'a fait Scantrad, et je vais prendre le deuxième commentaire qui est de Seti. Premier, une question, traduction de Yonko veut dire je savais pas avant la vidéo, donc déjà le mec il l'explique, donc ça c'est bien, ça veut dire 4 empereurs. Qui y a-t-il décrit précisément en japonais? Est-ce l'avènement d'un 5e empereur ou l'avènement d'un 5e 4 empereurs? La formule est très moche en français, mais ça a du sens. Quand Barbe Blanche est mort, il n'était plus que 3 et il était encore des Yonko et pas des 3 empereurs. Dans l'histoire, on a vu des triumvirates ou vira composés de 2 ou 4 personnes ou des groupes appelés X machin alors qu'ils n'étaient plus X. Et là, il y en a un qui avait répondu justement les 3 mousquetaires alors qu'ils étaient plus de ça au niveau des mousquetaires avec D'Artagnan qui rejoint. Et là, on va reprendre pour moi quelque chose qui est logique. Enfin, une chose qui est logique sans être logique. Quand tu dis un Yonko ou un Yonko, je pense que tu comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que quand 2 personnes vont parler, quand on va dire « Hey, est-ce que tu as vu ce qu'a fait le dernier Yonko, Big Mom la Yonko ?» Je pense que tu as compris que Yonko, c'était le terme qu'on a utilisé, peut-être à tort, je l'avoue, pendant un bout de temps. C'est exactement comme Shishibukai. À une époque, je m'engueulais pas, mais on avait une conversation avec Nashira où elle me disait Shishibukai, c'est pas logique que tu dises que Miyoki est un Shishibukai parce que Shishi ça veut dire 7, donc c'est une dénomination. Et là on arrive sur une chose qui est vraiment importante pour moi, c'est que les Shishibukai ne sont plus 7, ils sont plus que 5.
Il y a des gens qui sont partis, des gens qui sont rentrés. Et pourtant, on a toujours dit les Shichibukai. C'est-à-dire que, d'un point de vue de nous, quand nous lisons, eh bien, le terme Shichibukai ou le terme maintenant Yunko ou Yunku, en fonction d'eux, c'est devenu pour nous un terme qui qualifie une catégorie de personnes. Et on comprend ce qu'on dit entre nous. Alors, les mecs qui commencent à la jouer pointue, alors qu'il y a encore quelques temps, ils bitaient que dalle, et c'est seulement pour se faire croire que monsieur et madame sont intelligents, je vous dis non, ça sert à rien de nous faire chier avec ça. Maintenant, si tu reprends des personnes qui ont fait des études et qui connaissent bien le japonais, et pour eux, ça commence un petit peu à les écorcher au niveau de l'oreille, ou veulent faire comme l'a fait Chuck Norris, une explication, mais en prenant le temps de l'expliquer et en n'étant pas grossier, parce que moi ce que j'ai pas apprécié là-dedans, et là je vais revenir sur la chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont craché sur ce que fait Scantrad. Si vous dites qu'ils font de la merde, prenez vos couilles entre les mains et allez faire ça. Il y en a qui disent ouais mais ils sont en plus plein de pognon par rapport à la pub qu'il y a sur leur site, tout ça. Oui, là je suis un petit peu en train en train de prendre la défense de Scantrad ou même d'autres teams qui font de la traduction. C'est parce qu'ils font un travail depuis plusieurs années et tout le monde est bien content de venir de venir regarder leur traduction et même de les engueuler quand il y a à peu près 2-3 minutes, voire même 1 heure ou 2 de retard. Donc, je prierais à beaucoup de personnes de prendre du recul et de considérer One Piece comme quelque chose qui nous fait plaisir. Et aussi, je veux pas être méchant là-dedans, mais c'est typique du français de toujours gueuler. Moi, j'ai vécu au Canada, ce qui est, même s'ils sont francophones, c'est plus quelque chose qui est dans la mentalité anglophone, où on va surtout et avant tout remercier les personnes du travail qu'ils font, du temps qu'ils passent à nous apporter quelque chose. Donc voilà, donc on est d'accord par rapport au fait que Yunku, ça veut dire 4 empereurs, et que maintenant, s'il y a l'avènement d'un 5e, on va plus parler d'empereur que de Yunku, mais on a toujours eu ce fait de toujours utiliser les mots japonais pour se donner un petit style. Et ce qui gênait pas il y a encore 1 semaine ou 2, je ne vois pas pourquoi maintenant ça viendrait gêner. On reprend encore l'exemple tout à l'heure des Shichibukai. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse, parce que ça me fait un petit truc. Voilà. Donc maintenant on va passer au reste, parce que DB Times, encore une fois là, ils ont apporté une petite explication que j'aime bien. Maintenant je vais prendre le commentaire de DB Times, aussi la réponse qui a été faite par Roden Lord. Yunko, qui s'écrit Yunku chez les anglophones, car il n'utilise pas d'accent ou de Macron, se prononce bien Yunko. Du coup les 5 empereurs, ce serait Goko. Du coup, Goku, avec un O allongé. Du coup, pas de lien avec Goku. D'ailleurs, comme le U qui suit un O en japonais prolonge le son O, ça donne donc O. De manière générale, tous les mots japonais que vous pouvez interpréter ou à la française dans le manga se lisent O. Yonko, Zo, Kaido, etc. Donc encore une fois, DB Times, merci de laisser ce commentaire. On se dit à bientôt à Lille, bien sûr, pour le petit truc. Et après, il y a Roden Lord qui a fait aussi un commentaire. Alors, je ne fais que lire son commentaire encore une fois. Je ne bite rien au japonais et j'ai pas le temps de biter quoi que ce soit. Mais je mets quand même son commentaire parce que je l'ai trouvé bien structuré et peut-être que lui, il s'y connaît. Donc encore une fois dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En fait, Son Goku se prononce Son Goku avec un U prolongé, d'où l'accent chapeau. Avec le U tréma, ça se prononcerait Son Goku, ce qui reviendrait à Goku. Décidément, j'ai du mal. Après, si Oda utilise les Kenji pour Goku pour les 5 empereurs, le mot n'aurait plus le sens voulu, sachant que les Japonais et le Japonais et les Chinois utilisent les mêmes Kenji pour écrire Son Goku, sauf que en chinois, ils le lisent Son Wukong. De plus,
le ku de Goku signifie ciel ou en rapport avec le ciel. Donc si Oda utilise ce kanji, ça donnerait un truc du genre les 5 cieux, ce qui est hors propos. Mais bon, vu que les Japonais aiment bien les jeux de mots de prononciation, ça pourrait quand même être une référence. Bref, j'arrête de vous parler de Q et de Ku. Donc voilà, je sais aussi que dans Hajime no Ippo, il y avait aussi beaucoup de jeux, parce qu'il y avait un personnage qui jouait beaucoup, qui faisait beaucoup d'humour sur les prononciations et aussi sur les jeux de mots, et je sais qu'au Japon, il y a énormément de jeux de mots. Donc voilà, moi personnellement, phonétiquement, je pensais qu'il y avait un rapport. Qu'il y en ait, qu'il y en ait pas, je ne sais pas, encore une fois, tout est sujet à interprétation. Romero Lagnotte, salut Doc, très bonne analyse de ta part, merci beaucoup, je suis en phase avec toi sur ce chapitre. Par contre, je remarque que tu n'as pas parlé de Zeus et de son potentiel utilisé pour l'arc Wano. Dans tous les cas, le mystère sur le sort de Jinbei va rendre son retour très attendu. Et après, deuxième commentaire de Maxence Fa, un peu déçu que tu ne parles pas de Zeus qui est finalement... dans l'équipage, ça c'est par rapport à la Casa des Papel, que j'ai adoré, que je viens juste de terminer, parenthèse. Alors tu parles de Senji et de son power-up, qui n'est même pas sûr, alors que Nami, c'est sûr, sinon super vidéo. Et oui, je m'en suis aperçu après, j'ai complètement zappé de parler de Zeus. Alors là, et j'ai fait aussi une autre erreur qu'on va reparler tout à l'heure, j'ai voulu faire... vu qu'on est un petit peu dans la période des fêtes, des jours fériés, même si j'ai grandement envie de faire des vidéos, il faut quand même que je sois avec ma tiote famille. Donc j'ai dû faire j'avais envie de faire 2 vidéos. J'avais envie de faire, parce que je voulais pas en faire qu'une seule, parce que pour moi, le coup de la prime de Luffy et le fait qu'il soit peut-être le futur 5e empereur, pour moi était assez important. Donc je voulais le détailler dans une vidéo, et je voulais aussi parler bien détaillé de tout le reste qu'on avait, pas faire l'abstraction de tout ça, parce que pour moi c'était important. D'où l'idée de faire 2 vidéos. Et en une journée, j'ai dû chercher les idées, faire les textes, tourner, faire le montage et envoyer tout ça avant 6h du soir. Et après, tout le reste, c'était avec la famille. Donc, c'était quand même assez dur. Et c'est pour ça que j'ai fait plein d'impasses. Et je tiens, encore une fois, à m'en excuser. Oui, il y avait en plus énormément de choses à dire sur Zeus. On va se rappeler tout simplement, d'un point de vue power-up, de Raizu, le ninja, qui justement, quand il a vu Nami avec le petit Mactac, il a cru qu'elle était justement une ninja parce qu'elle arrivait à maîtriser la foudre, le feu, l'eau et tout ça. Et ça, ce sont des trucs typiquement de ninja par rapport aux éléments. Et donc, maintenant qu'elle a carrément un Zeus et qu'elle va avoir un nuage parlant, au niveau de Wano Kuni, ça va être un truc de fou. Il y a tous les ninjas, ils vont l'implorer comme une déesse. Et l'autre chose qui est aussi très importante, c'est que ce Homise est fait avec une partie de l'âme directe de Mama. Donc, comme je l'avais dit, et comme il l'avait dit aussi Maxime, qu'on avait fait la critique analyse ensemble du chapitre 902, eh bien, il y a une liaison entre Big Mom et les Mugiwara à travers de Zeus. Et donc, vu comment elle est un petit peu vénère dans ce chapitre 903, qu'on lui dit qu'elle n'a pas perdu et qu'elle veut niquer la gueule de Morgan et aussi des Mugiwara, eh bien, elle pourra sûrement savoir où est une partie de son âme. Et donc, elle a un lien avec les Mugiwara. De là à dire qu'elle va peut-être venir à Whole Cake, au pays de Wa, je ne le pense pas, mais par rapport à Elbaf, là par contre, je ne dis pas non. Sanji, tout ce que j'ai dit sur lui, il y en a beaucoup qui ont été d'accord, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas du tout d'accord. On va commencer par Marshak. Étrange comme point de vue pour Sanji. D'habitude, on adopte ce point de vue-là pour Usopp. Sanji reste un mec qui a été formé au combat depuis son enfance, que ce soit par le Garma, Zeph et ensuite Ivankov. Sanji fait partie des monstres de l'équipage. Physiquement parlant, Usopp reste un pauvre villageois abandonné par son père et ayant dû vivre avec sa mère. Il est bien plus humain que Sanji et s'en sort toujours au mérite. Par contre, pour en revenir à Sanji, à titre personnel, je l'ai trouvé énervant au début du chapitre. Je veux dire que le gars a vécu Dressrosa, il a vécu Whole Cake. Dans les 2 cas, il s'est retrouvé impuissant. Au chapitre précédent, on le voit pleurer Pedro et il a aussi laissé derrière lui les hommes poissons et le Garma ainsi que Pecoms. Pourtant, il
Il souhaitait balancer son power-up par-dessus bord. Le parallèle entre Sanji et Nami dans ce chapitre n'a vraiment pas joué en la faveur de Sanji. En gros, pour être toujours plus utile à son capitaine, Nami recherche power-up sur power-up, allant jusqu'à accueillir Zeus, alors que Sanji juge sa fierté plus importante que l'équipage. On se souvient de Zoro qui se met à genoux devant Mihawk pour être plus utile à Luffy. Alors forcément, voir ça, ça m'a rendu Sanji insupportable pour le reste du chapitre. Heureusement qu'on ne l'a pas vu longtemps. Et là, ce commentaire, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il a fait un parallèle entre Sanji Usopp, Sanji Nami et Sanji Zoro. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent. Le fait qu'ils disent que Usopp est quelqu'un qui est assez faible, qui n'a vraiment rien, et qu'il avance grâce au mérite, et vraiment qu'il joue en la faveur de Usopp, et ceci ternit un peu les dernières réactions qu'il y a eu de Sanji, et je suis totalement d'accord avec toi. Le fait qu'ils mettent en parallèle avec Nami qui dit bien tu craches sur de la technologie alors qu'on en a besoin pour avancer, regarde-moi avec mon Climactac qui est un mélange entre Wazeria et aussi la technique d'Usopp, est vraiment quelque chose d'excellent. Et là, le dernier truc qui est encore qui est encore mieux et que je n'avais pas du tout vu, et je te remercie et je vous remercie encore une fois de laisser de tels commentaires, c'est dire que Zoro a mis son orgueil de côté. Il a fait abstraction et s'est mis à genoux devant justement Mihawk pour supplier le mec qui doit battre. Donc encore une fois, on repense Zoro, ce qu'il a dû faire, c'est absolument fou, pour être plus utile à Luffy parce qu'il y a une finalité dans la chose. Et là, Sanji, il faut qu'il comprenne que au-delà qu'il soit un vice-moqué, et au-delà qu'il déteste sa famille, il va quand même devoir utiliser son Red Suite, c'est comme ça que ça s'appelle, pour avancer, pour pouvoir aider son capitaine et pouvoir aider son équipage. Et ça, c'est très bon. Donc, bravo. Là, il y a des petits trucs que moi, je vois pas. Et ben là, lui, il le voit, donc ça, moi, j'aime bien. Après, on a Mathieu Rossi avec une très bonne théorie qu'il a vue. Salut le doc, une théorie circule disant que Sanji contiendrait les pouvoirs liés à des modifications génétiques de manière consciente ou inconsciente. Et ça, maintenant que je l'ai lu, ça, je me rappelle que j'avais fait une théorie il y a longtemps là-dessus. Comme quoi que génétiquement, Jaji aurait mis des sortes de particules de fruits du démon à l'intérieur de ses fils, pour qu'ils aient le pouvoir sans avoir une partie du pouvoir, sans avoir bien sûr l'inconvénient. Je trouve cette idée, enfin l'inconvénient, je parle que d'avoir mis de l'ADN de fruits du démon dans ses fils leur permet de garder leur force quand ils sont au contact de l'eau. Voilà, c'est ça. Mais non pas la totalité du fruit du démon, la pouvoir du fruit du démon. Donc, enfin bref. Je trouve cette idée séduisante et elle collerait avec son refus catégorique de porter la tenue spéciale dans ce chapitre. Ses pouvoirs enfouis n'apparaîtraient que devant l'impérieuse nécessité de sauver un être cher. Pour moi, le fait de pouvoir enflammer ses jambes ne peut être que l'expression de ce pouvoir codé dans ses gènes. Là, je dirais oui et non. Parce qu'au début, on a vu que c'est le tournoiement rapide qui échauffe la jambe et qui lui permet de s'enflammer. Mais en un sens, on peut aussi dire que c'est aussi une partie génétique. Franchement. Et je pense même que comme son frère a le pouvoir de la rapidité, de l'électricité, l'autre aussi des lasers, et enfin bref, peut-être que Sanji, lui, par rapport à la couleur jaune, pourrait avoir un truc par rapport au feu, ça serait vraiment pas mal. Sinon, comment pourrait-il enflammer une partie de son corps? Bah oui, pouvoir qu'il contient et ne veut pas relâcher, d'où le peu de power-up pour ce personnage. Je vois un certain parallèle entre Sanji et Gohan dans Dragon Ball. Gohan refuse la violence et ne laissant apparaître son extraordinaire potentiel que pour sauver les autres. Et ça, encore une fois, c'est ce que j'avais dit et j'aime beaucoup. Potentiel de combat enfui dans ses gènes de Saiyan transmis par son père Goku. Ou Goku. Je sais plus. Vous me foutez le doute. J'avais ressenti la même déception pour ce personnage après le mythique combat contre Cell, car plus d'évolution sérieuse de ce pouvoir n'était apparu. Qu'en penses-tu? Eh bien, j'en pense que du bien et je dis un très gros bravo. On va parler maintenant de Kobe. Déjà, les premières choses, c'est la petite relation qu'il y a entre Kobe et Rebecca. On commence par le commentaire de Stario, le Jojo. Une des raisons qui prouve que Kobe va finir avec Rebecca, ils ont tous les deux les cheveux roses. T'es pas le seul à m'avoir laissé un commentaire comme ça et j'adore ce petit délire comme ça, c'est vraiment classe. Alors après, c'est le pèlerin juste. Pour Rebecca, tu pars complètement en liberté. Rebecca est juste en admiration par rapport au fait que Kobe, excusez-moi, kiffe
les actions de Luffy. Et vous avez été super nombreux à me dire que j'étais en train de me faire des films avec les petits cœurs. Les petits cœurs, c'est peut-être pour amadouer justement Kobe pour qu'il parle de Luffy, parce qu'en vérité, Rebecca est toujours amoureuse de Kobe, enfin, etc., etc. Personnellement, d'accord. D'accord. Comme d'habitude dans One Piece, on peut avoir plusieurs lectures. Moi, je reste sur ma lecture de Kobe qui finira avec Rebecca parce que je les aime bien tous les deux. Je trouve leur innocence vraiment très belle et elles se rejoignent là-dessus tout en ayant cette volonté d'avancer et tout en ayant un fardeau et un rêve sur les épaules. Parce que Kobe, je le vois bien comme futur grand dirigeant d'une nouvelle marine et le voir aussi roi, je trouve que ça ferait un très bon roi. Et encore une fois, ici, le fait de voir ça, c'est une projection de fanboy qui peut être totalement fausse. Là, par contre, t'as totalement raison. Et après, on a 2 commentaires par rapport à la petite réflexion que j'ai fait sur le haki de l'observation avec Kobe, que certains ont vu trop cheater. Barrett, non, mais stop, là, si tout le monde peut voir dans le futur, juste car il a un excellent haki d'observation, c'est abusé. On nous a dit que Katakuri a poussé son haki à un niveau surdimensionné. Ouais, c'est ça. Il l'a toujours entraîné durant des années et il est au-dessus de Kobe à des années-lumière de lui. Et après, deuxième commentaire de Adam95. Très bonne analyse. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord pour le haki de l'observation de Kobe. Rayleigh dit que seuls les meilleurs combattants du monde pouvant voir un court instant dans le futur grâce à leur haki d'observation, ce qui est encore beaucoup trop tôt pour Kobe, qui n'est même pas au grade de vice-amiral. Luffy vient à peine d'obtenir ce pouvoir et Katakuri s'est entraîné comme un dingue pour le développer à ce point. Kobe est fort, certes, mais il est très loin de posséder le haki d'observation pour développer comme Katakuri et Luffy, même s'il en est inconscient, cela me paraît vraiment beaucoup trop. Alors, les 2 commentaires, je vous répondrai qu'il est quand même entraîné par Garp. Il est peut-être aussi entraîné par d'autres personnes. On avait vu le médecin au niveau de Marineford lui expliquer par rapport au haki de l'observation. Et sur Marineford, bien avant les 2 ans, à la fin de Marineford, on avait vu que si Shiroda nous l'a autant montré sur autant de cases, c'est que c'est très important. Le haki de l'observation est très important et il existe plusieurs haki de l'observation et le haki de l'observation que Kobe a, c'est surtout un ressenti sur ce que sont véritablement les personnes et ce qu'elles pensent véritablement. Et non pas par rapport à une volonté qu'ils auraient ou par rapport à une projection de ce qu'ils voudraient faire. Qui est le haki d'observation quand tu ressens l'intention de recevoir un coup de l'adversaire. Je persiste et signe dans ma connerie, et je dis bien, entre guillemets, que c'est peut-être une connerie. Je vois Kobe comme avoir accès. Il l'aura plus tard, on reverra plus tard, mais il est parfaitement capable d'atteindre ce point de voir dans le futur. Et je pense que là, le coup qu'il a eu par rapport à la torpille, par rapport au truc, c'est quelque chose qu'il a développé mais inconsciemment. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte et c'est plus le haki qui travaille pour lui de façon inconsciente. C'est-à-dire qu'il a la capacité mais voilà. Et donc il ne peut pas l'avoir comme il veut. Contrairement à Luffy, contrairement à Katakuri qui eux peuvent en fermant les yeux, se concentrant bien, voir le futur. Kobe pour moi il ressent le vrai futur qui va arriver, mais involontairement. Et je trouve que ce n'est pas cheaté d'avoir un pouvoir involontaire. Rayleigh l'explique que d'autres l'ont, donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un de la marine ne pourrait pas l'avoir. Et le fait qu'il ne soit pas encore un vice-amiral, ceci est pour moi une fausse excuse, parce qu'on voit bien que il y a des vice-amiraux qui sont puissants et des vice-amiraux qui sont complètement nuls. Et ceci importe peu sur l'action et le résultat qu'il y a sur le haki. Donc voilà, c'est comme ça, mais encore une fois, c'est peut-être une projection de fanboy qui est présent parce que j'aime beaucoup le personnage de Kobe. J'aime bien le fait qu'il soit candide. On va s'attaquer maintenant à la connerie que j'ai faite sur Barbe Noire. Pour moi, c'est la plus grosse erreur qu'il y a dans ma vidéo et j'en ai parlé à Maxime après que j'ai mis la vidéo en ligne. Je lui ai dit, Maxime, j'ai fait le montage d'une vidéo et j'ai dit une énorme connerie et j'ai même eu honte de la connerie que j'ai fait et j'ai même
je me suis même dit, je ne vais pas mettre la vidéo en ligne. Mais le montage me plaisait tellement, et ce que j'avais dit avant était quand même assez bon, donc je me suis dit, je laisse quand même, et je vais voir comment je vais m'en prendre plein la gueule. Et j'ai remarqué que vous avez quand même été super gentil, vous me l'avez fait remarquer, mais de façon gentille, et ça c'est quand même assez cool. Donc on commence par Mehdi et la Ruby. Salut le doc, pas d'accord sur Barbe Noire, c'est mon avis perso et t'as totalement raison. Et après on a Kazeman, je ne suis pas d'accord quand tu dis que Teach sous-estime Luffy, quand il dit qu'il est trop tôt pour le qualifier d'empereur. Pour moi ce mec est celui qui a toujours au moins un coup d'avance sur tout le monde, car il est celui qui est le plus réaliste dans ce monde. Pour ce qu'on en sait, peut-être qu'il compte sur Luffy pour trouver toutes les poneglyphes et les lui voler à la fin pendant qu'il l'amasse de son côté, lui, Barbe Noire, des armes pour la guerre finale. Justement car il sait exactement ce que Luffy vaut, contrairement à ce fanboy qu'est Morgan. Du coup, pour moi, quand elle dit que Luffy n'est pas encore un empereur, c'est que c'est vrai. Et vous avez parfaitement raison. Barbe Noire n'a pas sous-estimé Luffy. Barbe Noire, en disant ça, ne sous-estime pas Luffy. J'ai mal exprimé mes propos. C'est le fait que, oui, pour l'instant, Luffy n'est pas digne d'être un empereur. Il n'a pas du tout la puissance d'être un empereur, contrairement à Barbe Blanche. Barbe Noire. Ah, lapsus. Et je pense que quand il dit « tu es encore trop jeune, gamin », c'est vrai. Il est encore trop jeune. Cependant, Luffy peut devenir un vrai empereur et peut même aller au-dessus de l'empereur, c'est tout simplement en étant le roi des pirates. Et la case, en un sens, de Barbe Blanche, nous montre encore un mec qui est hyper intelligent. Quand j'ai fait la critique, j'ai survolé ce passage et c'est quelque chose que j'aime pas. Parce que, en un sens, j'ai l'impression d'avoir trahi les attentes de certaines personnes. Donc, encore une fois, mea culpa, et j'essaierai à l'avenir de prendre plus le temps de faire les choses. Donc voilà, je pense qu'on a fini pour Barbe Noire, hein. Oui, on a fini. On va parler maintenant de Morgan et de ce qu'il a écrit dans le journal. Au niveau des commentaires que j'ai lus, à 90, voire même 95%, vous êtes d'accord avec avec ce que j'ai fait dans la deuxième vidéo où j'ai vraiment parlé de ça et ça m'a fait plaisir. Et surtout, la chose qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y en a certains qui ont lu les commentaires, qui étaient pas du tout d'accord avec moi, qui allaient me l'écrire, mais quand ils ont vu ma vidéo, ils ont dit « Ah mais putain, tout compte fait, c'est peut-être pas con ce qu'il dit ». Donc je vais reprendre deux ou trois commentaires, je ne sais pas, deux commentaires, qui pour moi sont vraiment pas mal et reflètent un petit peu, la vision que j'avais. Et je sais par contre que ça a pas mal divisé. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était des fake news, mais pour moi, encore une fois, il y a du fake, mais il y a du vrai. Donc on relit parce qu'il y en a qui l'expliquent aussi très bien. On commence par Seti premier, hein. En un sens on commence par premier, c'est normal. Morgan est un vendeur de papier. Je ne pense pas qu'il faille aller chercher plus loin sur ses motivations. L'histoire de Luffy, l'histoire de Luffy écrite comme ça, c'est une explosion des ventes pendant des semaines. Durant le dernier arc, on voit Morgan obnubilé par le scoop, et là, il en a un de fantastique. Il n'y a pas de complot de manipulation de Morgan. Son intérêt est de raconter les événements de Whole Cake en les rendant les plus brillants avec la question du 5e Yonko. La marine n'a pas besoin de manipuler Morgan. Par contre, si la marine n'avait pas voulu du titre, alors elle aurait censuré le journal. La marine en veut à Luffy, donc elle laisse ce journal sortir. Là, il y a un très bon truc, c'est que on a déjà vu. Et ça, c'était de la bouche de Smoker, c'est-à-dire que Smoker était devenu... il était passé de capitaine colonel, hein, c'est le même grade, à Commodore grâce aux événements d'Alabasta, parce que la chute du Shichibukai avait été imputée à Smoker par la marine, et la marine contrôlait les journaux, c'est-à-dire que les journaux ont menti. Les gens étaient au courant que c'était Luffy, mais les journaux ont dit une autre vérité. Et ça, c'est très important, parce que les journaux, et ça je vais en reparler tout à l'heure dans un autre commentaire, pour moi, le gouvernement mondial a quand même une mainmise à travers le CP, la branche renseignement, et donc ceci, sur Morgan. Et ça c'est vraiment très très important. Et si on a pu avoir autant d'informations dans les journaux, c'est que la marine a un intérêt derrière.
Et on le verra peut-être à la rêverie. Là, on va arriver dans un truc, alors il y en a peut-être qui ne vont pas aimer, ça va faire un petit peu comme dans l'attaque des Titans, où à un moment, c'était un peu plus bas parce qu'il y avait toute une mise en place géopolitique qui était très intéressante. Je pense que là, au niveau de la rêverie, il va encore y avoir des trucs très très chiadés au niveau de la géopolitique, et ça c'est des trucs que j'adore. Après, on a un commentaire de Sir Shiro. Morgan a menti sur la forme, mais sur le fond, c'est vrai. Les faits sont là. Luffy a vaincu 2 Sweet Commanders et a pu s'enfuir du territoire de Big Mom, ce qui est une défaite en soi pour elle. Elle a relaté les faits en enjolivant beaucoup la chose, certes. Et sa version des faits, le fait que Luffy serait l'investigateur du plan d'assassinat par exemple. Ensuite, le coup du 5e empereur, ce serait au monde d'en décider. Morgan considère Luffy comme un empereur. Si le monde, les civils et les pirates s'accordent sur ce point, c'est pas à la marine d'en décider. Le fait d'élire un empereur, il le devient par son influence sur les mers. Ça, c'est vraiment excellent. L'article fait par Morgan a un fond de vérité. Dans la forme, une dose d'extrapolation sur ce qu'il sait et une dose d'enjolivation parce que c'est son boulot de journaliste et accessoirement le fait qu'il est en chaleur sur Luffy. Pour le moment, aux yeux des Yonko actuels et de la marine, Luffy n'est pas un si grand danger dans l'immédiat. Mais après ce tour de force, de coïncidence, de chance et de circonstances particulières, les empereurs commencent à le remarquer, mais ils ne se doutent pas encore que Luffy deviendra bien plus vite un plus grand danger qu'ils ne se l'imaginent. Enfin, il faut voir si le Gorosei forcera Akainu à bouger son cul vis-à-vis des Mugiwara ou non. Surtout qu'il faut se rendre compte que juste après avoir attaqué Big Mom et fait une tentative d'assassinat aux yeux du monde qui ignore les vraies raisons de la venue de Luffy, il va attaquer Kaido de front à Wano avec une alliance avec l'eau. Il a conclu une alliance avec les Fire Tanks contre Big Mom, et une alliance avec l'eau contre Kaido. Comment le monde va-t-il réagir face à un tel déchaînement d'événements? Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau parce que ça pose quand même énormément de questions. Ça pose pas énormément de questions, mais ça pose des faits. Et on est toujours sur le coup de dire que ce qu'a dit Morgan, c'est la vérité. Une vérité transformée, mais avec un fond de vérité. Est-ce qu'une vérité déformée est un mensonge? Pour moi, un mensonge est quelque chose qui va à l'encontre d'une vérité. Pour moi, c'est ça. Donc voilà. Et là, il pose des bonnes questions de savoir que va faire le Gorosei après et quelle va être. Là, on voit déjà là. En un sens, c'est peut-être un teaser qu'Ishiroda est en train de nous faire. C'est-à-dire qu'ici, il nous montre les réactions suite à ce qui s'est passé au niveau de Whole Cake Island. Imaginez après si ça se passe, si on a la chute de Kaido et que les gens savent que c'est Luffy qui l'a fait. Ça va être un déchaînement de violence. Ça va être un truc, la prime, ça va être 3 milliards. Il va être directement stipulé comme étant un empereur. Ça va être un truc de taré. Donc encore une fois, et là aussi je voudrais faire aussi une petite parenthèse parce que j'en ai pas parlé dans ma vidéo. J'ai pas repris les commentaires et je voulais pas me justifier là-dessus et là je suis quand même obligé de dire quelque chose. Pour deux trucs, il y en a beaucoup qui me disent apprends à lire et tout ça. J'ai une très très grosse dyslexie, donc voilà. Et donc quand je découvre un texte, je ne sais pas le lire. Les commentaires que vous voyez là, j'ai encore un petit peu de mal à les lire, mais vous remarquez que globalement ça va bien. C'est parce que les commentaires, je les ai lus au moins 5-6 fois, entre le commentaire quand je le lis pour la première fois, le fait après que je relise et que je sélectionne, et une fois que j'ai sélectionné, que je le relise pour savoir à quel moment je vais le placer dans ma vidéo. Donc au moment où je le lis, je sais globalement ce qu'il veut dire, donc mon cerveau, comment il fonctionne, il arrive à mettre les mots dans l'heure et à pas trop dire de conneries. Quand on me traite de fake, quand on me traite d'acteur, ou le fait que j'ai déjà lu le chapitre avant, et que des fois je découvre, je devine des trucs avant, on me dit oui mais c'est normal, c'est parce que tu l'as lu et tu nous fais un gros mensonge. Non, parce que vous remarquerez que j'ai du mal à lire dans les réactions live et que je passe pour... Parce que c'est quand même... Moi ça me fait chier parce que quand les gens me connaissent pas ou quoi que ce soit, je passe pour un véritable 2B. Un mec de 40 piges, 42 ans, qui passe sa vie à faire des vidéos sur YouTube, qui a pas un travail sérieux et qui lit encore un manga et qui est même pas
capable d'articuler 3 putains de mots à la suite sans faire des putains de fautes. Franchement, depuis le départ, hein, c'est quelque chose que je fais, que je prends beaucoup sur moi. Mais en un sens, je suis content parce que y en a énormément dans les commentaires qui me le marquent et il y en a aussi en convention qui me disent eh bien tu es un exemple pour nous parce que nous on n'ose pas parler en société, on n'ose pas parler à l'école, on n'ose pas se mettre devant parce qu'on ne sait pas lire et qu'on a des gros problèmes. Donc voilà, donc en un sens, être un exemple et montrer qu'on peut aller au-delà d'un handicap, c'est avancé. Et voilà, donc voilà. Encore une fois, toujours dans mes vidéos, il y aura toujours un petit moment scrogneux. Et ben là, il est là. Et Shiro, hein, Sir Shiro, ben encore une fois. Au niveau du commentaire, je ne peux qu'applaudir. Et ben je le fais d'ailleurs, j'applaudis. Maintenant, on va s'attaquer à la puissance et la prime. Sont-elles justifiées? Ça, par contre, ça c'est vraiment quelque chose qui a énormément divisé. Donc, on va lire tout ça dit au tort. Voilà, je crois que j'ai déjà pris un de tes commentaires. Salut. Ah putain, j'ai complètement oublié. Je ne sais pas s'il va être là. Je ne sais pas. Il y avait un commentaire qui a été fait par un mec et son avatar c'était les Shadok. J'avais vraiment adoré. Mais enfin bref, ça c'est un détail. Donc salut Doc, comment vas-tu? Salut Ditotor. Est-ce que la prime est justifiée en termes de puissance? Luffy, pas forcément. Et là je suis d'accord, pas forcément, c'est totalement juste. Luffy a bien Jouffy, ah carrément. Luffy, bien qu'il ait vaincu Katakuri, n'est pas à son niveau en termes de puissance. Par contre, en tant que menace contre le gouvernement mondial, c'est clairement justifié par rapport à tout plein de points. Déjà, sur les nombreux faits de Luffy avec Enies Lobby, Impel Down, Marineford, Dressrosa et maintenant Wano Kuni, et on peut même rajouter Alabasta, il a foutu un bordel monstre. Et puis, c'est la relation familiale, amicale et aussi la flotte qu'il possède maintenant. C'est d'un niveau d'un Yonkou. Et sa plus grande force, c'est comme l'a dit Mihawk, c'est le fait qu'il rassemble des alliés puissants au fur et à mesure qu'il avance. Et d'ailleurs, on peut même se poser la question s'il va pas en ramener beaucoup plus avec lui maintenant qu'il a une prime comme ça. Luffy n'est pas un stratège comme Barbe Noire qui, à mon sens, est le mec le plus intelligent de l'œuvre. Par contre, en termes d'intelligence de combat, sur le moment, il est au-dessus, comme Goku et Naruto dans leur œuvre. Et là, le petit parallèle est vraiment excellent. Ça sent le 6+0 dans les prochains arcs, c'est sûr. Luffy doit essayer de laver l'affront de leur dernier combat. Encore beaucoup de combats épiques à venir. Continue comme ça. Le doc et à la prochaine. Donc voilà, petit commentaire que j'ai bien apprécié. On va commenter tout ça après, bien sûr. Mathieu Rossi, je crois qu'on ne peut pas dire que cette prime soit usurpée. Excusez-moi. Tout d'abord, Luffy vient de vaincre 2 généraux d'un Yonkou aux primes approchant le milliard plus ou moins et de foutre en l'air les projets de Big Mom. Un ex-Shichibukai et pas des moindres, Jinbei vient de rejoindre ses rangs durant cet arc. Il a reçu le soutien aux yeux de Morgan, des Vinsmoke, des pirates de Capone BG, de l'équipage du Pirate de Soleil, sachant la flotte alliée qui est déjà formée à Dressrosa, sa puissance maritime et son influence ne peut plus être sous-estimée sans compter son alliance avec l'ex-Shichibukai Law. Depuis le début, il a quand même destitué 3 Shichibukai, Crocodile, Moria et Doflamingo, tout en renversant leur dictature. Il s'est fait largement remarquer à Marineford devant la marine. Son courage, son audace et sa capacité à se faire des alliés ont été révélés aux yeux des 3 amiraux et de l'amiral en chef. Ses liens familiaux sont assez redoutables, comme rappelé dans le journal Dragon, Sabot, etc. Je trouve que je me débrouille pas trop bien dans la lecture de ce commentaire. Qu'en pensez-vous ? Concernant sa capacité à atteindre Raftel, je suis tout à fait... Ah, putain, non, il n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Hormis le fait que Robin soit membre de l'équipage, je ne pense pas que le gouvernement mondial soupçonne Luffy de posséder des copies de Poneglyph et même de Rio Poneglyph. Je pense qu'il le sous-estime encore, tout comme Barbe Noire, sur ce point. Enfin, pour savoir si ce montant est logique, il faudrait voir la prime des Yonkou également, à vue de nez, je dirais de l'ordre de 5 milliards de berry. Alors, globalement, ce que tu dis au début, c'est ce que j'ai dit un petit peu dans ma vidéo. Donc, c'est vraiment mettre point par point les choses qui montrent que la prime de 1 milliard 500 millions de berry n'est pas usurpée, elle est logique d'un point de vue du gouvernement mondial. Cependant, d'un point de vue de la force, comme on l'a vu tout à l'heure et comme on le verra tout à l'heure aussi, ce n'est pas du tout le cas. Au niveau de Raftel, vous avez été super nombreux à me dire que je me plantais, que le gouvernement mondial n'est pas au courant qu'il a fait une copie. Les seules personnes qui sont au courant sont Cheminée, Diesel, et aussi, comment ça s'appelle Brûlé.
Peut-être que Brûlé l'a dit aussi à Katakuri. Je ne pense pas qu'elle l'ait dit à Big Mom, sinon elle serait complètement folle et on aurait peut-être eu un Oko. Donc oui, je me suis peut-être un petit peu avancé. Mais le jour où ils l'apprendront, je pense que là, il y aura encore plus le gouvernement mondial sur leur gueule. Et d'un point de vue de la prime des empereurs des Yonko, je pense qu'elle n'est même pas quantifiable. Je pense que leur puissance est telle qu'ils ne peuvent pas mettre de chiffre dessus. Et ça servirait à rien parce que le but de mettre un chiffre, le but de mettre une prime, ce n'est pas montrer une puissance, c'est montrer un danger. Et c'est aussi essayer d'envoyer des gens pour les arrêter. Et ces Yonko sont inarrêtables sauf à travers un autre. C'est-à-dire que c'est que les Yonko entre eux qui peuvent s'arrêter. C'est d'où le point de vue de la balance au niveau du pouvoir. Après, nous passons sur Yves Bolanga. Monkey D. Luffy n'a peut-être pas encore la force des autres empereurs, mais il a carrément la puissance et l'influence pour être un empereur des mers. Il évoluera et progressera avec le temps. Tout à fait d'accord avec toi. Pour l'instant, il ne l'a pas, mais il est un empereur en devenir. Et c'est exactement ce qu'il a dit. L'émergence. C'est-à-dire, l'émergence, c'est comme un sous-marin qui émerge. Il commence à sortir. Donc là, il n'est pas totalement sorti, mais il est en train de dire « Hé, regardez qui je suis, et bientôt, je vais niquer vos races. » Bon, il l'a pas dit concrètement comme ça, je pense. Après, on a Nightcore Music. Bonsoir le doc. Quand tu as parlé de Road Poneglyph et comme quoi Luffy est le plus avancé pour Rastel, le gouvernement sait que Big Mom a une Road Poneglyph, mais pas que Brook a pu en dérober une copie. Il ne sait pas non plus que les Mugiwara ont pu acquérir un Road Poneglyph sur Zou, parce qu'il... sur Zou, point. On arrête ici. Hein. Pour ce qu'il s'agit de Robin, oui, elle est une menace et une grande utilité pour les Mugiwara, mais elle n'était pas sur Whole Cake, donc elle n'a pas pu déchiffrer le Road Poneglyph. Donc le gouvernement mondial ignore que Luffy a en sa possession deux Road Poneglyph et qu'il a une grande avancée pour devenir le seigneur des pirates. Donc pour moi, sa prime n'est pas montée à cause de ça, et pour le cas Robin qui sait lire les poneglyphes, car le gouvernement le sait déjà depuis un moment, sinon bonne review. Doc, je l'attendais avec impatience. Encore une fois, je m'aperçois que quand je choisis des commentaires, les mecs sont super explicites et je n'ai pas grand chose à rajouter et ça fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure. Là par contre, on va parler de Shokiez Boli qui a fait un commentaire et là par contre j'ai des petits trucs à dire. J'aimerais rectifier une chose, ce n'est pas le gouvernement mondial qui établit les primes mais bien la marine, car c'est comme si on disait que le Sénat qui poursuit les criminels et non la police ou police ou le ministère de l'Intérieur. Par conséquent, je trouve ça incompréhensible que Akainu ne soit pas au courant de cette prime et la prenne en même temps que le monde entier. Le monde de One Piece n'est pas régi comme notre monde. C'est-à-dire que le gouvernement mondial, et à travers eux les dirigeants qui sont le Gorosei, c'est eux qui dirigent la marine. Donc ils ont un lien direct. Et là, il n'y a pas de séparation entre le pouvoir et la justice. Le pouvoir fait la justice. Et ça, quand tu vas faire des recherches au niveau du net, tu t'aperçois. Et d'ailleurs, ça reprend aussi quand Akainu avait gueulé au niveau du fait que Doflamingo soit toujours un Shichibukai et qui disent « Moi, j'ai pas été informé, vous faites ça derrière mon dos et tout ça. » Et là, il gueule devant le Gorosei. Le Gorosei lui dit « Garçon, t'es qu'un chien pour nous. Donc, tu exécutes nos ordres et tu fermes ta gueule. » Il faut pas se rappeler de ce passage. Ce passage était hyper badass. Enfin, pas hyper badass, mais était hyper important. Dans le fait qu'il montre que la marine, tu tais et t'exécutes. Tu n'es qu'une force militaire, sous nos ordres. Et donc, la prime est faite par le gouvernement mondial. C'est le gouvernement mondial qui stipule la dangerosité, peut-être à travers des informations qui sont remontées par la marine. Et après, tu dis quelque chose. Cela dit, j'ai toujours un problème avec les primes. J'avais pris ces primes au sérieux s'il existait... j'aurais pris ces primes au sérieux s'il existait des chasseurs de primes dignes de ce nom. Et ne parlait pas de Zoro. Il s'agissait des pirates de bas étage sous East Blue. Les corsaires ne servent à rien dans la mesure où ils font ce qu'ils veulent et les seules fois, voire la seule, où on a vu un corsaire chasser un pirate, décidément j'ai du mal, c'est encore un pirate de bas étage. Première fois que l'on voit Mihawk.
Les chasseurs de primes relevaient le réel intérêt de ces primes. Car, comme au Far West, nous avons tous vu les films de Clint Wood. Ah, putain de ta mère! Clint Eastwood! S'il y a les shérifs qui représentent la loi, ils établissaient les primes et il y avait les hors-la-loi. Il y a les randoms citoyens et il y a des gens peu amoraux pour qui le fric compte, les chasseurs de primes. Prenez Lucky Luke par exemple, pour des primes, il y a les chasseurs de primes. Oda ne fait que créer des primes qui ne servent à rien au final. On lit tous suffisamment de mangas pour savoir que la dangerosité des personnages peut s'établir par plein de moyens intéressants. Les primes ne me convainquent pas sans ces chasseurs. Putain, j'ai réussi à lire ce commentaire. Pour moi, les primes montrent seulement l'intérêt et la priorité pour attraper les personnes. C'est-à-dire que quand c'est des gens de bas étage, ce sont des chasseurs de primes lambda, comme c'est le cas du mec que je me rappelle plus, qui était l'ancien maître qui avait la boutique de vendeurs d'esclaves au niveau de East Blue et qui était sous les ordres. C'est Disco, je crois qu'il s'appelle Disco le mec, et après qui est devenu un chasseur de primes, mais une fois atteint un certain niveau, eh bien c'est la marine et les amiraux qui vont arrêter les méchants. Tout simplement. Quand il y a du grabuge, il y a tout ça, on les arrête et au nom de la loi, vous avez une prime, donc je vous arrête. En gros, la prime, c'est pour légitimer l'arrestation d'un pirate par la marine. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça. Alors, encore une fois, je peux me planter, dites-le moi dans les commentaires. Et on arrive sur le dernier commentaire pour justement parler de la puissance de Luffy et de sa prime. Super, la brûle. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé ton commentaire. On pourra dire ce que l'on veut sur cette prime. En termes de puissance, Luffy ne la mérite pas. Et je suis d'accord. Il aura battu un homme de 1 milliard de berries sur le bout du fil. Et il a maintenant 500 millions de berries de plus que ce monstre qui est Katakuri. Oui, en termes d'agissement, de dangerosité, ce que vous voulez, cette prime est cohérente. Mais si demain Luffy tombe contre un mec à 1,5 milliard de berries, comme lui, Luffy n'a aucune chance. Si on lit le même manga avec le mal qu'il a eu à battre 1 milliard de berries, tellement de mal que la communauté One Piece se divise pour savoir s'il a vraiment battu Katakuri, on est d'accord pour dire qu'avec 500 millions de berries, Luffy se fait rétamer. Ce qui amène à dire la prime qui se mesure à Luffy dans son équipage. J'ai fait une connerie. Ce qui amène à dire la prime d'un second de Goku. Donc Goku, là on parle bien de 5e empereur, est d'environ 1 milliard de berries. Exemple, Jack pour Kaido, Katakuri pour Big Mom. Ce qui veut dire qu'aucun empereur n'a de prime qui se mesure à Luffy de son équipage. Et ça peut permettre quelque chose de dire que après Wano Kuni, vu qu'il va y avoir du grabuge, on peut tabler sur une prime de Zoro et voire même pourquoi pas Shenji et Jinbei de 1 milliard de berries. Ceci est une petite parenthèse. Point d'exclamation. Voilà. Même si j'ai des doutes pour Ben Beckman, mais bon, en ai-je vraiment besoin d'expliquer pourquoi on s'en fiche? Quand Luffy va s'en prendre à un empereur ou qu'un empereur va s'en prendre à lui, ce même empereur n'enverra pas un Katakuri. Il viendra s'en charger lui-même et Luffy a-t-il une chance contre un Kaido? Contre une Big Mom? Encore une fois, si on lit le même manga, on est d'accord pour dire que non. Pour moi, à Wano, Luffy n'a aucune chance car il commencera à foutre le bordel sur les territoires de l'empereur. Kaido n'enverra pas l'un de ses subordonnés comme il l'a fait avec Big Mom, il viendra en personne. À Whole Cake Island, Big Mom a laissé grandement sous-entendre que cette chose était plus puissante qu'elle et surtout Kaido a éclaté sans aucun mal Kid, Apu et Hawking. Hawkins, il y a un petit test à la fin. Quand Luffy se retrouvera face à lui, il subira une cuisante défaite. Et alors, vu les antécédents de l'empereur, les Mugiwara ainsi que leurs alliés seront tous tués, sauf Repli, mais pas trop le genre de Zoro ou d'un Law. La seule personne qualifiée pour sauver la mise serait alors Shanks. Et oui, pour vaincre Kaido, je ne vois que cela. Me sortez pas que Zoro va donner de l'alcool à Kaido, s'il vous plaît. Preuve, il y a un énorme foreshadowing là-dessus dans le chapitre 903. Shanks qui cite « On va bientôt se retrouver Luffy ». Tout nous conduit vers un Shanks à Wano Kuni. Luffy Gang, même si c'est pas la bonne chaîne, Luffy Gang quand même. Alors, pour le début, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour la suite, je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas
Non, 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 non. Je ne vois pas la victoire au niveau de Wano Kuni par une personne extérieure que par l'équipage en tant que tel, ou même par des samouraïs. Alliés à Luffy, bien sûr. Je ne vois pas. Et il y a besoin, je le dis ici et je le martèle, il y a besoin que Luffy un jour pose ses couilles en caoutchouc sur la table ou sur le pont de son bateau et aille latter la gueule d'un gros mec tout seul. Tout seul. Il doit nous sortir quelque chose. Il doit y avoir un truc qui doit arriver. Je ne sais pas quoi. Je ne veux pas que ça soit un putain de power-up complètement fou avec des changements de cheveux en bleu, par exemple, avec de l'ultra instinct, etc., etc. Je veux quelque chose de cohérent. Et je veux quelque chose qui ne fasse pas comme Katakuri. Je ne veux pas quelque chose qui prête à interprétation. Je ne veux pas quelque chose qui divise. Je veux que Oda, il nous dise, voilà, je suis maître de mon manga et regardez ce que je vous fous dans la gueule et bavez tous comme des putains de salauds qui sont en extase devant moi. Je suis en train de m'exciter tout seul, donc je vais me calmer et on va passer à la suite des commentaires. On va terminer par les commentaires le petit final, les petits trucs qui ont une petite place un petit peu à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi je les ai choisis, mais je les ai choisis. Donc voilà, on va les lire. On commence par Mohamed Manégar. Ce chapitre est mythique et est un point de non-retour pour moi dans les aventures des Mugiwara. Dans ce chapitre, on a, outre les 4 empereurs sur la même page, mais aussi les noms de Vegapunk, Webble, Crocodile, non pas Crocodile, et Akainu, etc. Soit quasiment toutes les grandes forces du monde de One Piece, Yonko, amiral, ancien et nouveau Shichibukai, et étoile montante de la marine, Kobe, le héros de Rocky, la royauté, et enfin, une puissance du monde de One Piece trop oubliée, les médias. Et oui, tu as raison, il faut savoir que le savoir est le pouvoir. Luffy est passé à un tout autre niveau avec sa prime et toutes les informations données à son sujet, mais surtout le fait que pour la première fois, ces actes n'ont pas été minimisés par la presse et la marine comme cela a été toujours le cas. Ce qui explique pourquoi il n'y avait pas la première prime, des Rocky. La presse de One Piece représente par son chef Morgan se range... Ah putain de cette phrase, elle n'a aucun sens. La presse de One Piece représentée, c'est mieux. La presse de One Piece représentée par son chef Morgan se range aux côtés des vainqueurs. Et oui, comme l'a dit le doc c'est moi, si vous ne le savez pas, l'a souligné du point de vue de Morgan, les vainqueurs, c'est Luffy. Il a mis KO 2 commandants, il a détruit le château de Big Mom, il le fait trop minimiser par tout lecteur que nous sommes dans cet arc. Luffy a détruit le QG d'un Yonko alors que personne n'avait réussi à apercevoir ou même entendre Big Mom. Pour ma part, il est ridicule de voir Luffy comme le 5e Yonko officiel, le 5e empereur, et là pour détruire ce système des pirates et s'élever au final comme seigneur des pirates. Young égale 4, il n'y aura pas de 5, ce sera 4 ou un seul empereur. Mais dans le monde de One Piece, il s'est démarqué très clairement des autres et va inspirer de nouveaux pirates qui vont vouloir le rejoindre, comme Rockstar avait rejoint Shanks, prime de 94 millions de berries. Petit clin d'œil sur la page de l'île des hommes poissons avec tous les enfants qui portent un chapeau de paille. Et oui, ça j'ai oublié de le dire, mais oui, tous les enfants portent un chapeau de paille. Et après, il dit quelque chose de très important parce qu'on s'est posé des questions sur justement l'utilisation de Crocodile. Et justement là, il en fait un truc qui est vraiment très très bon. Quid de la pègre de Feld, du Feld, mort, tué par Stussy, nul doute que Crocodile ira le remplacer pour qu'à terme il se range à côté de Luffy, point d'interrogation. D'ailleurs là j'ai très mal fait. Pour qu'à terme il se range à côté de Luffy, point d'interrogation. Oui, je suis quand même obligé de le répéter parce que j'arrive pas à le faire. Le monde des pirates change et la pègre est amenée à suivre avec lui avec la mort de Dufel. Qu'en est-il de Umid Giberson ou de Drog Peklo? Ont-ils été éliminés comme cela devrait être le cas de Morgan et Stussy ou se sont-ils échappés? S'ils se sont fait attaquer et en ont réchappé du territoire de Big Mom, cela affaiblira encore plus Big Mom. Les informations étaient là. Propriété de Big Mom, c'était sa force. Et maintenant, elle a été favorable à Luffy, entre guillemets, l'info. Hâte de voir quelle est la force principale du prochain Yonko qu'affrontera Luffy, car ce sera sûrement là-dessus que sa victoire sera gravée. Donc voilà.
Le fait de voir Crocodile remplacer Dufeld, je l'avais pas du tout vu. Et c'est une idée mais qui m'épate au plus haut point. Au plus haut point, je peux te le dire. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et on va finir par une petite phrase qui pour... Ah, le Vlad Shadok, le Vlad Shadok. Ah bah c'est pour ça. Le marin. Alors déjà, j'adore ton avatar, hein, étant un vieux. Et le commentaire que tu as fait résume parfaitement ce chapitre. C'est magnifique. Ichiro Oda nous divise sur 2 ans avec Whole Cake. Il nous rassemble en un seul chapitre. C'est beau. Ce que tu as écrit, c'est beau aussi. Et voilà, on va terminer là-dessus. Alors, je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais je prends de plus en plus de plaisir à faire ce type de vidéo. C'est vraiment excellent. Je trouve en plus que ça clôture bien vraiment le schéma pour les chapitres. Et il y en a beaucoup dans les commentaires qui me l'ont dit. C'est-à-dire que maintenant, avec tes vidéos, on a vraiment une vision globale du chapitre qui est entre guillemets vrai. C'est-à-dire qu'il y a ta réaction live, on te voit en train de délirer et en train de lire et d'avoir une première vision. Après, on voit qu'il y a les recherches sur les critiques, analyses et enfin, on voit une sorte de peaufination. Ça se dit ça, peaufination? On va dire que ça se dit. Au niveau des réponses, parce que vous apportez des éléments que moi, j'ai pas spécialement vu. Et des fois, vous me reprenez parce que des fois, je me suis totalement planté. Et c'est toujours bien de faire un truc en arrière. Et ça permet aussi de vous faire participer à ce qu'est One Piece Passion. Donc voilà, moi en plus je prends de plus en plus de plaisir à lire vos commentaires. Donc voilà, un gros merci encore une fois à vous. Même si encore une fois c'est énormément de taf à lire tous vos commentaires, mais j'aime beaucoup. On va arrêter là-dessus parce que moi j'ai encore le montage à faire. J'espère que vous aurez aimé ce type de vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, partagez, parlez autour de vous, laissez les commentaires. Et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.